Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre des étoiles aussi sur Apple, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Quel plaisir de vous retrouver et de retrouver mon invitée Luce Dantz. Avec elle, nous évoquons aujourd'hui l'impératif de réussite. Ça vous parle? Oui? Bon, moi aussi. Alors avec Luce, qui est coach, on va voir combien cette exigence envers nous-mêmes peut nous consumer. On va comprendre que quelques petites questions peuvent nous faire lever le nez de cette course déraisonnable pour nous ramener dans notre juste chemin. Bonjour Luce! Bonjour Herveline. Bon, ravie de te retrouver dans La Petite Voix, cette fois-ci pour La Petite Voix continue. Donc, tu le sais, dans ces épisodes bonus, j'aime bien qu'on aborde un point très concret de notre développement personnel, de nos émotions pour avoir des conseils vraiment pratiques. Et puis, quand on a évoqué cet épisode-là avec toi, tu m'as parlé de cette injonction à la réussite, cette espèce de pression qu'on peut se mettre sur nous-mêmes, cette exigence qu'on a sur nous. Est-ce que déjà tu peux un peu définir de quoi il s'agit? Oui, alors l'impératif de réussite, je l'ai déjà vécu dans ma vie personnelle. J'en ai parlé dans le podcast précédent. J'étais à la fois quelqu'un de très compétitif dans ma vie et puis j'avais comme ça je courais derrière une réussite puis une autre sans vraiment me demander en fait ce que je voulais. J'avais un peu le syndrome aussi de la bonne élève. Je passais de l'école à un cabinet d'audit, à la banque, à l'expatriation, comme ça, sans vraiment presque sans en avoir vraiment le contrôle en fait. Et dans mes coachings, je le vois très souvent. Donc, je coach des managers et ils ont un impératif de réussite qui est très fort, déjà du fait de leur métier, parce que on attend d'eux des résultats, et puis ensuite du fait aussi de la responsabilité qu'ils ont en dessous vis-à-vis de leur équipe. C'est ça. Et je vois vraiment des gens qui se consument dans cet impératif et qui se créent des niveaux d'exigence énormes qui les oppressent, enfin qui les anéantit parfois. Donc voilà, c'est quelque chose qui du coup me tient à cœur. Et ce qui est intéressant dans cette course à la réussite ou cette exigence, c'est que finalement, on est capable de la vivre et de se mettre cette pression-là dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'à la fois, il faut qu'on soit super doué dans son boulot, il faut qu'on soit une femme formidable, une mère évidemment hyper accomplie. Et donc, on peut comme ça décliner à l'infini cette espèce de course à l'exigence. Oui, et moi je le vois en particulier chez les femmes managers que je coach. Alors c'est pas que elles se mettent plus d'exigences que les hommes, c'est que elles ont une accumulation d'exigences dans différents domaines de leur vie. Il n'y a pas l'ambition d'un homme et d'une femme pour moi est la même, le niveau d'exigence qui se mettent est le même, mais le fait de cumuler ça dans différents aspects de leur vie les amène parfois aussi à gérer leur vie personnelle comme si c'était le travail. C'est vrai. Et du coup, avec des résultats attendus, des objectifs, des plannings, des to-do au niveau de la vie personnelle, etc. Et donc, au final, le fait de vivre cette exigence de manière multidimensionnelle, ça les écrase complètement. Et la coupe de satisfaction n'est jamais pleine, en fait. Et il faut toujours aller plus loin.
Oui, c'est ça, j'ai l'impression dans ce que tu dis et dans ce qu'on peut vivre, c'est que si tu t'es posé un objectif, tu t'es mis la pression pour l'obtenir, mais finalement une fois que tu y es, t'es jamais satisfait et tu vas assez vite réussir à t'en donner un deuxième et etc., etc. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les mots. Hein. J'aime beaucoup l'écriture, les mots. Et le verbe réussir, ça vient d'un mot italien qui est riuscita, qui veut dire obtenir un résultat. Et moi, je préfère de loin le verbe accomplir, qui est l'action de remplir quelque chose. En fait, quand on est dans la réussite, on s'attache à un résultat. Et le résultat, Ouais. peu importe, il est défini. Et comme tu dis, quand le résultat est atteint, on en crée un autre, on en crée encore un autre, et on en crée encore un autre. Eh oui. Dans l'accomplissement, on est dans une vision en fait. On est dans l'idée de réaliser quelque chose pour soi, pour le monde. On n'est pas dans un objectif qui est défini parce que l'objectif il peut changer en fonction de comment soi-même on change. Donc pour moi, il y a cette inscription dans le monde, dans le fait de s'accomplir, d'accomplir et de s'accomplir, parce que les deux mots existent, qui n'existent pas dans le verbe réussir. En fait, je trouve la différence, et c'est vrai que ça permet de changer notre façon notre rapport à notre vie, mais dans un cas, on court après un objectif précis, dans l'autre, tu nous proposes plus d'être en mouvement permanent et d'ajuster au fur et à mesure, mais on est dans ce mouvement, dans cette créativité, mais c'est le chemin, en fait, là, qui importe, j'ai l'impression, quand on accomplit. C'est exactement ça, c'est le processus qui est important, plus que d'aller d'un point A à un point B. Ce qui est important, c'est d'apprendre, d'être dans une logique de développement professionnel. Hein. Ça peut être apprendre des nouvelles compétences, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans les entreprises. Hein. Quand on fait les évaluations de fin d'année, on a obtenu un résultat et on parle, voilà, est-ce qu'on dit est-ce que ton résultat il a été obtenu ou pas obtenu. Et je trouve que on ne réfléchit pas assez à qu'est-ce que tu as appris pendant cette année. Qu'est-ce qui a appris qui a été significatif pour toi et qu'est-ce que tu as apporté, comment tu as contribué aussi à apporter aux autres. Et d'ailleurs, au niveau de l'entreprise, on a ce mot horrible. Hein. Enfin, moi, ça me hérisse le poil à chaque fois que je l'entends, qui est le mot de ressources humaines. Ressources, c'est quelque chose qui est utilitariste. On a des ressources comme on a du charbon pour faire du feu. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose. Ou alors cette division dans la société entre actifs et non actifs. Comme si une femme au foyer n'est pas une active, donc elle ne produit rien. Ça crée, je trouve, vraiment des schémas de pensée qui sont extrêmement dichotomiques et qui nous emprisonnent en fait, qui nous montrent pas que ce process, comme tu dis, ce processus est important. Moi, j'aime bien prendre l'image en fait d'une coupe. On peut arriver à un résultat en prenant un verre d'eau et en le versant dans le verre suivant, on aura fait que le deuxième verre soit rempli d'eau. Si au contraire, on remplit la coupe jusqu'à ce qu'elle soit pleine et que quand elle déborde, elle remplit le deuxième verre, on se sera accompli, on se sera rempli pour revenir à l'étymologie et on aura transmis à celui qui est à côté, celui qui suit. Et j'aime bien cette idée de coupe en fait, de coupe qui se remplit et puis qui va ensuite s'étendre, être en expansion vers les autres. Ouais. Et je trouve qu'on n'est pas assez dans ça dans les entreprises. On gère des ressources. On ne cherche pas à comprendre quels sont les talents des gens, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au groupe et comment ensuite mettre tous ces talents ensemble pour les faire travailler. Et c'est mon ambition en tant que coach. Ok. Mais donc concrètement, quand soi-même on voit que là on se met trop de pression sur tel ou tel objectif, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lâcher un peu de lest tout simplement? Alors, je pense que il faut arriver. Pour moi, la première chose, c'est de se demander est-ce que je suis dans le moment présent ? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, dans ce que j'apprends ? Ou est-ce que je pense juste au résultat en me disant est-ce que je vais y arriver ou pas y arriver ? Donc, je pense qu'à partir du moment où on n'est pas dans le moment présent,
on se perd en fait, et on peut se poser la question. C'est vraiment pour moi la première chose à se demander. Voilà, est-ce que je suis sur un chemin qui me plaît, ou est-ce que c'est une route rocailleuse parce qu'il faut arriver absolument à tel résultat. Donc et puis les choses deviennent plus faciles si je suis sur une jolie route de campagne avec de l'herbe, des pâquerettes, etc. C'est chouette. Si je suis sur une route rocailleuse, même si derrière j'ai une superbe vue qui m'attend, soit j'aurai une superbe vue à la fin peut-être, mais en attendant je suis sur cette route rocailleuse qui me fait du mal. Donc je pense que voilà, la notion de présence est déjà un premier indicateur. Et puis après, pour moi, la deuxième, alors ça demande des niveaux en anglais on dit self-awareness, donc de conscience de soi, de connaissance de soi, qui est important. Mais le deuxième indicateur pour moi, c'est de se dire, est-ce que je suis dans la projection? Si je me demande ce que les autres pensent de moi, si je me demande si quelqu'un d'autre ne ferait pas mieux que ce que je fais, si je suis pas à ma place peut-être, si je me demande, mais pourquoi j'ai fait ceci, j'aurais dû faire comme ceci, comme cela, je détricote le passé en me disant que j'aurais dû faire autrement, on est dans la projection en fait. On est soit dans le regard de l'autre, soit dans la dépréciation de soi, soit dans des hypothèses de passé, etc. C'est, on va dire, le creuser pour ne pas être dans cette présence de soi dont je parlais avant. Ouais. Donc voilà, moi des fois je fais un truc. Et puis, je me dis, mais après, si ça marche pas, c'est quoi l'enjeu pour moi? Oui, bon, d'accord, j'aurais raté, j'aurais foiré un truc. Bon, je peux vivre avec. Finalement, ouais. Finalement, est-ce que je le fais pas parce que je voudrais impressionner machin? Est-ce que je le fais pas parce que c'est ma petite fierté personnelle qui fait que je voudrais arriver à ça? Est-ce que je le fais pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire et puis je me suis pas trop posé de questions? J'essaie de me dire quel est l'enjeu vraiment pour moi, et je me rends compte dans ce cas-là que je suis parfois dans la projection et qu'il faut réorienter. Ouais. Je me suis mise des contraintes inutiles en fait. Cet impératif de réussir qui me sort de ma voie, de mon joli chemin d'herbe, et m'emmène sur la voie rocailleuse. Ouais. Waouh. Ok, écoute, Luce, ça me semble déjà, on a déjà là des bons outils pour peut-être prendre un peu de distance avec cette pression qu'on se met facilement sur les épaules. Donc, merci beaucoup pour tes bons conseils. De rien, j'étais ravie de les transmettre et de les partager. Merci. Merci Herveline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.